Une habitante de Correggio se réveille un peu avant 7 heures pour préparer son petit déjeuner. Elle fait sa petite popote, met en route la machine à café, sort les yaourts qu'elle a préparés la veille, ainsi que du pain et du beurre. Son époux, lui, revient de la ville avec le journal et un magazine, car il a l'habitude, avec son épouse, de lire l'actualité en prenant leur expresso. Ce jour-là, alors qu'il s'installe à table, Maria perçoit la première page du journal et s'arrête terrifiée par ce qu'elle voit. Elle se sent mal. Elle est prise de nausées, de bouffées de chaleur, et se dirige rapidement dans l'arrière-cour. Son estomac est retourné. Elle n'a jamais ressenti un tel malaise en elle, au point qu'elle se demande si elle ne va pas s'évanouir. Son mari, qui ne comprend pas la situation, la rejoint et lui demande ce qui lui prend soudainement. Sans dire un mot, elle pointe le journal qui se trouve dans les mains de son époux et il lit « La saponificatrice de Correggio ». Mais il reconnaît le visage qui se trouve en première page. C'est l'une de leurs voisines et sa femme avait l'habitude de lui rendre visite 1 à 2 fois semaine pour prendre le thé avec elle. Il se met alors à lire l'article et s'arrête net. Non, ne me dis pas que tu as... Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une tueuse en série qui s'appelle Leonarda Cianciulli. Je sais pas si je l'ai bien prononcé, désolé à tous les Italiens qui nous regardent. Alors je préviens pour ceux qui seraient en train de manger, soit de vous déposez votre nourriture et vous regardez la vidéo, soit de vous mettez pause, vous terminez et vous venez après. Parce que franchement, c'est peu ragoûtant. Et pour les plus vaillants, bah c'est parti. Leonarda est née en avril 1894 à Montella, en Italie. Et malheureusement pour elle, elle ne vient pas au monde avec tout l'amour que des parents pourraient offrir à leur enfant. Sa mère a subi les abus sexuels d'un homme et tombe enceinte durant l'agression. Le coup de grâce, c'est qu'elle est forcée d'épouser son agresseur et de mettre au monde ce bébé. Leonarda. Et pour la mère, c'est une situation terrible. Elle n'apprécie pas cet enfant et elle se met à la battre régulièrement, tout en lui répétant que c'est une enfant maudite depuis sa naissance. Il faut savoir que grandir en Italie à la fin du 19e siècle, ce n'est pas seulement apprendre à lire ou à écrire. C'est surtout apprendre à avoir peur. Peur du mauvais œil, peur des malédictions, des signes que le destin envoie parfois sans prévenir. Dans le village de Montella, on explique les maladies, les décès, les malheurs par autre chose que le hasard. Tout a une cause, et cette cause est souvent invisible. Et Leonarda, elle grandit là-dedans. Chaque coup que lui donne sa mère est accompagné d'un mot plus violent encore. Elle ne la frappe pas seulement avec ses mains, mais aussi avec ses paroles. Elle lui répète que rien de bon ne peut venir d'elle, qu'elle est née d'un péché et qu'elle portera le malheur toute sa vie. À force d'entendre qu'elle est maudite, Leonarda elle finit par ne plus en douter. Elle ne se demande pas une seule seconde si c'est vrai, parce que pour elle, ça l'est. Elle se demande seulement jusqu'où va la malédiction. Et très jeune, elle commence à apprendre à lire les signes. Un objet qui tombe, un animal qui traverse la route, un rêve trop précis pour être ignoré. Pour Leonarda, ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des avertissements. Ah oui, alors là, on est sur un début de vie incroyable. À l'adolescence, Leonarda commence à sombrer. Elle fait plusieurs tentatives de suicide, comme si, au fond, elle voulait vérifier une chose. Est-ce que le destin veut vraiment d'elle ou pas? Mais elle survit. Encore. Et chaque tentative échouée devient une preuve supplémentaire qu'elle n'est pas comme les autres, qu'elle est liée à quelque chose de plus grand et peut-être même de plus sombre. Leonarda est en guerre perpétuelle avec elle-même, au même moment où le monde entier l'est tout autant. Nous sommes en pleine Première Guerre mondiale. Le contexte politique ne l'empêche pas de tomber amoureuse d'un charmant jeune homme, Raphaël, qu'elle décide d'épouser en 1917. Allez, ça y est, enfin un événement heureux dans la vie de Leonarda. Bon, sauf qu'on a sa mère qui va venir mettre son grain de sel parce que madame avait choisi un autre prétendant pour sa fille, du coup elle est pas contente qu'elle épouse Raphaël. Mais pitié, laisse ta fille tranquille 5 minutes, quoi. Donc vous vous doutez bien, lors du mariage, la mère de Leonarda va pas souhaiter tout le bonheur du monde à sa fille, non, elle va les maudire. Alors, Leonarda, elle va y croire dur comme fer à cette malédiction, parce qu'entre 1917 et 1935, plus ou moins, elle va tomber enceinte 13 fois. Bon, alors là, je fais une petite aparté parce qu'il y a certaines sources qui disent 17 fois. Bon, dans les deux cas, c'est quand même énorme. Et parmi ce chiffre, il y a 10 enfants qui ne verront jamais le jour. Soit parce que Leonarda aura fait des fausses couches, soit parce que le bébé sera mort-né, ou alors l'enfant décédera quelques jours après sa naissance à cause de la mort subite du nourrisson. Dans les années 1920, Leonarda n'est pas encore une tueuse en série, mais elle n'est déjà plus une femme ordinaire. Elle est mariée, elle est mère de famille d'un petit Giuseppe qui est né en 1925, et elle a compris une chose essentielle pour survivre. Dans un monde dur, pauvre et superstitieux, celui qui sait parler a toujours un avantage. Alors Leonarda observe.
elle écoute, elle repère les failles. Une voisine qui a peur pour l'avenir de son enfant, un homme inquiet pour son travail, une femme persuadée qu'un malheur plane sur sa famille. Leonarda, elle a toujours une réponse. Elle se présente comme quelqu'un qui comprend les signes, quelqu'un qui sait interpréter les rêves, quelqu'un qui peut expliquer pourquoi les choses vont mal, et surtout comment les arranger. Et petit à petit, elle commence à demander quelque chose en échange. De l'argent, des bijoux, des papiers. Pas beaucoup, hein, juste assez pour faire le rituel. Juste assez pour conjurer le sort. Et les gens y paient parce qu'ils ont peur et parce qu'ils veulent y croire. Leonarda, en fait, elle ne vole pas brutalement, elle convainc les gens. Elle va falsifier des documents, elle va monter des escroqueries, elle promet des héritages, des mariages, des opportunités qui n'existent pas. Et surtout, elle ne ressent aucune culpabilité. Dans sa tête, elle ne fait que rééquilibrer les choses. Tout est une question d'équilibre. Elle prend à ceux qui ont quelque chose, elle se protège, elle et sa famille, contre un destin qu'elle croit hostile. Mais à force de manipuler, elle attire l'attention. Il y a des plaintes qui vont commencer à s'accumuler et à un moment donné, les autorités vont finir par intervenir. Et elle sera jugée en 1927 et condamnée pour fraude et falsification. Elle fera donc de la prison. Et là, on pourrait dire que tout s'arrête, hein. C'est fini, c'est ciao, t'es en prison, t'as retenu la leçon, t'as compris, c'est ok. Ben non. La prison, contrairement à certains, n'a pas été un électrochoc pour elle. C'est une confirmation. Leonarda en ressort avec une certitude renforcée. Le monde est contre elle. Et si elle a été punie, ce n'est pas parce qu'elle a mal agi, mais parce qu'elle n'a pas été assez prudente. Elle apprend une leçon fondamentale. Pour elle, mentir fonctionne, manipuler fonctionne aussi, mais il faut être plus discret. Quand elle sort de prison, elle ne va pas renoncer. Elle va affiner sa méthode. Elle va devenir plus patiente, plus calme et surtout plus crédible. Elle va comprendre qu'il ne suffit pas de promettre, mais il faut créer un lien et une relation de confiance. Alors, lorsqu'elle sort de prison, le couple décide de déménager et d'aller à Lacedonia. Mais en 1930, il y a un terrible tremblement de terre qui va ravager toute la région et ils vont perdre leur maison. Ils décident donc de déménager à Correggio, où Leonarda ouvrira une petite épicerie très populaire et respectée dans son quartier. Et c'est grâce à cette épicerie que Leonarda va être vue comme une femme respectable, qui sait écouter, conseiller, rassurer, et qui aide les femmes qui sont souvent très seules et qui auraient des problèmes dans leur vie. Alors, dans les années 30, Leonarda, elle a 3 enfants. Mais Giuseppe, qui est son fils aîné, sera à ses yeux le plus important. Parce qu'en fait, elle va rejeter toute son anxiété sur lui et elle ira jusqu'à le surprotéger en interprenant chaque maladie comme un signe de danger. Pour elle, elle est convaincue que le destin viendra le réclamer un jour, mais quand, elle l'ignore. La plus grande des craintes de Leonarda vit le jour durant l'année 1939. L'Italie, comme de nombreux pays, se prépare à entrer en guerre. À cette époque, le pays est sous la dictature de Mussolini, qui est un régime fasciste qui contrôle absolument tout, que ce soit la presse, les déplacements, la liberté d'expression. Et le 22 mai 1939, Mussolini signe le pacte d'acier avec Hitler, qui est en fait un accord militaire et politique dans lequel les deux pays s'engagent à se soutenir en cas de guerre. Puis progressivement, en Italie, les hommes sont appelés pour aller au front, dont Giuseppe. Alors maintenant que vous connaissez le passé de Leonarda, son obsession permanente de croire que tout le monde est contre elle, et son anxiété qu'elle rejette sur son fils Giuseppe, de ce côté-là, ça peut se comprendre vu le nombre d'enfants qu'elle a perdu tout au long de sa vie. Elle va sombrer, pas dans l'alcool ou dans la drogue, non, elle va sombrer en réalisant des sacrifices humains. Alors oui, dit comme ça peut surprendre, mais rappelez-vous quand même de son enfance et son adolescence. Toute sa vie, elle a été bercée par les religions et les superstitions. Donc elle est convaincue, à ce moment-là, en 1940, que si elle sacrifie une vie, la force divine ou supérieure qui existe à ses yeux va épargner son fils Giuseppe. Donc oui, pour nous, ça nous paraît totalement absurde, mais pour elle, c'est très logique. La première victime de Leonarda s'appelle Faustina Setti. C'est une femme célibataire qui est seule depuis très longtemps et qui est en quête d'un mari. Faustina s'est tournée vers Leonarda pour obtenir de l'aide. Et très vite, elle lui annonce une excellente nouvelle. Un homme sérieux l'attendrait à Pola, prête à l'épouser. Mais il y a une condition. Faustina ne doit en parler à personne. Mieux encore, Leonarda lui suggère d'écrire à l'avance plusieurs lettres et cartes postales qui sont destinées à sa famille et à ses proches. Elles seront envoyées une fois arrivées à destination pour rassurer tout le monde et dire que tout se passe bien. Et Faustina obéit. Elle a confiance.
Le jour précédant son prétendu départ, elle rend une dernière visite à Leonarda, mais vous vous doutez bien de la suite, elle ne repartira jamais. Ce jour-là, Leonarda la tue, puis fait disparaître le corps avec un sang-froid glaçant, en suivant un procédé qu'elle a longuement préparé à l'avance. Plus tard, lors de sa déposition officielle, Leonarda décrira elle-même ce qu'elle a fait ensuite. Elle expliquera avoir utilisé de la soude caustique, initialement achetée pour fabriquer du savon, afin de dissoudre le corps avant d'en éliminer les restes. Quant au sang, elle raconte l'avoir conservé puis transformé en ingrédient après séchage. Elle le mélangeait avec de la farine, du sucre, du chocolat, du lait et des œufs. Et en fait, ça lui servait de préparation pour faire des biscuits. Biscuits qu'elle offrait ensuite, sans éveiller le moindre soupçon, aux femmes venues lui rendre visite pour le thé. La deuxième victime s'appelait Francesca Soavi. Comme Faustina Setti, Francesca était une femme seule qui était vulnérable et qui avait plein d'espoir en elle. Elle aussi, elle s'est tournée vers Leonarda parce qu'elle était convaincue qu'elle pouvait l'aider à changer de vie. Cette fois, on ne parlait pas de mariage, mais plutôt d'un emploi, un poste dans une école pour jeunes filles à Plaisance. Une opportunité sérieuse, respectable et très rassurante pour elle. Mais encore une fois, il y avait des règles. Francesca ne devait dire à personne qu'elle s'en allait et elle devait préparer à l'avance des cartes postales qui étaient destinées à ses amis, expliquant ses projets futurs et son départ à venir. Ces cartes, à nouveau, seraient envoyées plus tard depuis Correggio pour que tout paraisse normal. Et comme pour la première victime, Francesca rend une dernière visite à Leonarda avant son supposé départ. Ce jour-là, Leonarda va lui servir du vin dans lequel elle aura ajouté un produit qui était destiné à l'endormir, comme un somnifère. Et le 5 septembre 1940, Francesca Soavi sera tuée. Son corps sera éliminé de la même façon qu'elle aura procédé avec Faustina. Elle a tout prévu. Leonarda récupère également l'argent de sa victime, environ 3000 lire. C'est une somme conséquente pour l'époque qui équivaut pour nous à plusieurs mois de salaire. La troisième et dernière victime de Leonarda s'appelait Virginia Cacioppo. Virginia est une veuve cultivée, élégante. C'est une ancienne soprano qui a même été chantée à la Scala à Milan. Donc c'est une femme qui a connu une certaine reconnaissance mais qui maintenant se retrouve seule. Leonarda lui promet à son tour un nouveau départ, un emploi de secrétaire, cette fois à Florence, auprès d'un mystérieux impresario. Encore une opportunité sur mesure, encore un avenir qui semble enfin s'ouvrir. Mais comme pour les autres, il y a une règle absolue. Elle ne doit rien dire à personne, ni sur la destination, ni sur ses projets. Évidemment, Virginia accepte. Le 30 septembre 1940, vous connaissez la chanson, Virginia se rend chez Leonarda pour une dernière visite avant son supposé départ. Et elle ne rentrera jamais. Le meurtre suit exactement le même schéma que pour les deux premières victimes. Sauf que Leonarda, là, elle décide d'aller un peu plus loin et d'innover à nouveau. Donc contrairement aux deux premiers corps qui ont suivi à faire sa pâte à biscuits, ici Virginia, elle servira aussi à faire du savon. Et plus tard, lors de la déposition de Leonarda, elle expliquera froidement avoir fait fondre le corps, ajouté du parfum et a obtenu un savon qu'elle jugeait elle-même acceptable. Des savons qu'elle offrira ensuite à des voisines et à des connaissances comme si de rien n'était. Et quant aux biscuits, elle a même précisé qu'ils étaient encore meilleurs que les deux précédents. Huile d'olive, eau, huile de coco, glycérine, huile essentielle de lavande, argile. Bon, ça va, il n'y a pas l'air d'avoir du sang dedans. C'est pas mal. La disparition de Virginia Cacioppo ne passe pas inaperçue. Sa belle-sœur, Albertina Fanti, commence à s'inquiéter. Virginia n'a jamais donné de signe de vie depuis son supposé départ. Et surtout, Albertina se souvient d'une chose précise. La dernière fois qu'elle a aperçu Virginia, elle entrait dans la maison de Leonarda. Alors, elle décide d'alerter la police. Le signalement arrive jusqu'au surintendant de Reggio Emilia, un centre judiciaire en Italie. Une enquête est alors ouverte et très rapidement, les soupçons se resserrent autour de Leonarda. Elle est arrêtée. Dans un premier temps, Leonarda va nier. Elle ne reconnaît rien et elle va même jusqu'à se taire. Puis, les enquêteurs envisagent une autre piste, celle de son fils, Giuseppe. À partir du moment où elle craint que son fils puisse être impliqué, là, elle va parler. Elle va parler très longuement, en détail, et va finir par tout avouer. Pas pour se soulager, non, mais pour protéger son enfant.
Elle fournit des récits précis, méthodiques, presque cliniques, afin de décharger totalement son fils de toute responsabilité. Et à ce moment-là, on retrouve exactement ce qui la motive depuis le début. Pas de remords, non, juste le fait de protéger son enfant coûte que coûte. Bon, après, c'est elle qui a tué, mais quand même. Le procès de Leonarda s'ouvre en 1946 à Reggio Emilia. Elle est jugée pour meurtre. Durant les audiences, elle ne montre aucun regret ni aucune honte. Elle se permet même de corriger certains détails du récit officiel à la barre. Elle est calme, elle est assurée, presque fière, ce qui est même inquiétant aux yeux du jury. Et là, le verdict tombe. Leonarda est reconnue coupable et est condamnée à 30 ans de prison. Et elle passera le reste de sa vie enfermée. Le 15 octobre 1970, elle mourra d'une attaque cérébrale dans un asile pour femmes à Pozzuoli. Ah oui, et alors pour ceux que ça intéresse, la marmite qu'elle a utilisée pour faire disparaître les corps se trouve au musée criminologique à Rome. Voilà, si vous voulez faire une super balade romantique ou familiale, n'hésitez pas à aller voir cette super marmite.